Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Real Madrid contre l'Levante 19e de Liga, pour débriefer cette victoire. Et qu'est-ce qu'elle se fut tardive, qu'elle se fut longue, parce que deux défaites de suite contre Talavera et contre le Barça. On est évidemment en pleine crise. Je pense que ça ne sert même pas de rappeler le contexte avec lequel les joueurs ont joué ce match. Et très honnêtement, c'est une victoire qui fait du bien. C'est un ouf de soulagement parce que tu gagnes, parce que tu prends les 3 points. Évidemment, je peux en vous dire sans la manière parce que ça serait un petit peu défaitiste, un peu cruel, mais sans non plus briller outre mesure. Mais en tout cas, tu as fait le minimum syndical, tu as été pragmatique, tu as mis 2 buts, tu as remporté le match, tu n'as quasiment rien subi défensivement. Et c'est évidemment, je pense, quasiment tout ce qu'on va retenir de ce match-là. J'espère que vous allez bien. Posez-vous tranquillement devant ce débrief qui va durer 10-15 minutes, je pense, où on va parler évidemment du Real Madrid, du Bernabéu, évidemment des joueurs, parce que ce match-là était évidemment scruté. Retour au Bernabéu après ces 2 défaites, retour au Bernabéu après le licenciement de Xabi, retour au Bernabéu à 14h, je dis bien 14h, match le plus tôt de la saison côté Real Madrid. Donc évidemment qu'il fallait y avoir victoire, mais évidemment aussi c'était quelque chose qui était très très attendu et qui fera sûrement débat dans la communauté madrilène et football en général, c'est la bronca du Santiago Bernabéu. Moi je suis partagé sur ces deux choses parce que pour moi, tu dois être libre de montrer ton mécontentement côté des supporters qui connaissent très bien le football. Ils doivent être libres de montrer leur mécontentement et on l'a très bien entendu. Les 45 premières minutes ont été vraiment dures pour Bellingham, pour Vini, pour Valverde, évidemment, parce que c'est eux trois les instigateurs de ceux qui voulaient voir Xabi partir. Et c'est aussi à cause d'eux, je pense, que Xabi est parti, mais pas non plus qu'à cause d'eux. Pérez n'avait aussi qu'à pas céder au caprice de ses joueurs. Mais évidemment que ça a été eux qui ont été le plus conspués, le plus hués, tout simplement. Et c'est là où je suis partagé, parce que pour moi, t'es libre de huer, pas de souci, même j'étais pour huer. Mais tu prends mon exemple à moi, si moi je paye mon billet pour aller voir le Real Madrid jouer, ça arrive pas tous les jours. Personnellement, je les aurais pas hués parce que t'as pas l'habitude, tu dois vivre le match comme un supporter, comme un fan, si tu es fan du Real Madrid, et moi je me serais pas vu payer pour huer, personnellement. Et je comprends par contre notamment ceux qui ont hué, et évidemment que je les soutiens entre guillemets, mais pour moi c'est à 2 poids 2 mesures, parce que tu hues, mais en deuxième mi-temps, et c'est là où je trouve que c'était plutôt bien fait de la part des supporters, c'est que ça a diminué. Et je pense que c'est pertinent. Je pense que ça ne servait à rien de huer pendant 90 minutes. Le message a été passé. Vinicius a fait un mauvais match sûrement à cause de ça, même si bon, c'est pas que ça qui justifie ses mauvais matchs évidemment. Mais il fait un mauvais match. Il a été évidemment touché parce que c'est un joueur qui marche à la confiance, peut-être plus que n'importe quel autre joueur dans le monde. S'il est en confiance, il pourrait faire des équilibres, il pourrait être très très fort. Mais s'il n'est pas en confiance et que même ses propres supporters le huent, c'est compliqué. Ça a duré le 60e, 70e, ça s'est un petit peu calmé. Tu sens qu'il y a encore un petit peu d'animosité envers les supporters et envers ces 3 joueurs-là. Et c'est là où tu te dis, putain, quand même, ces 3 joueurs décisifs, les 3 ont été décisifs sur les 2 dernières finales du Real Madrid. Vini buteur, passe de Valverde contre Liverpool. Et contre Dortmund, évidemment, on se rappelle la passe de Bellingham pour Vinicius. Donc évidemment que tu te dis, putain, quand même, ces 3 joueurs forts, ces 3 joueurs qui ont aussi, pas un pouvoir dans le vestiaire, mais qui ont quand même du vécu, et qui ont quand même, je pense, un minimum de poids. Ils sont hués aujourd'hui, je pense que c'est légitime, et je pense que ça va peut-être continuer, peut-être sur 1 ou 2 matchs, quelques minutes par-ci, par-là. En fait, je peux comprendre les supporters. En même temps, je me dis qu'il faut se calmer aussi. Mais quand tu as des joueurs qui ont eu les pleins pouvoirs, qui les ont pris, et que Perez a fait le choix de licencier le coach pour les joueurs, dans un système où tu te dis que maintenant que les joueurs ont eu gain de cause, les joueurs doivent se tuer les 4 derniers mois, enfin les 4 prochains mois qui vont arriver là de janvier à mai, il faut pas de saison blanche. Et je pense que Perez a fait une erreur de virer Xabi, de faire confiance aux joueurs sur ce coup-là. Mais Perez, je pense pas qu'il fera l'erreur une deuxième fois. S'il voit que son pari n'a pas marché, parce que c'est clairement un pari de virer Xabi, de tout miser sur les 4 derniers mois pour espérer une LDC ou une Liga. Si Perez voit que son choix fut une erreur, et ben cet été, il y aura des choix forts. C'est annoncé par plusieurs médias et j'espère que ces choix forts seront des ventes de quand même de gros joueurs 4 qui peuvent avoir des problèmes, mais aussi des arrivées. Et c'est pour moi ça le plus important. Ça sera quel joueur va arriver, mais surtout quel coach, pour quelle physionomie, pour quel pouvoir tu vas lui laisser à ce coach-là. Si c'est pour faire comme Xabi et vient au bout de 4 mois pour écouter les joueurs, non. Et c'est pour ça que cet été sera peut-être un des plus importants j'allais dire des 5-10 dernières années, mais peut-être pas depuis toujours non plus. Mais de l'histoire récente du Real Madrid, je pense que oui, parce que c'est ce mercato-là qui va définir plein de choses, notamment au niveau des joueurs, du président, du coach et de la vision à long terme que ce Real Madrid voudra et veut avoir. Pour parler du match, évidemment, sous une bronca du Bernabéu, une première mi-temps où Arbeloa décide de titulariser, et c'est assez étonnant parce que
y a quelques sources, encore une fois, et c'est pour ça que les médias jouent un rôle entre les détracteurs, entre les supporters, entre les fans, entre les joueurs. Et c'est Bellingham répond aussi sur Twitter, sur Instagram, parce qu'évidemment que les médias ont un rôle immense, et on le voit, plusieurs médias nous annoncer que Valverde ne jouerait plus jamais latéral droit, et que peu importe les joueurs qui en restent, ce sera soit Joan Castilla ou soit le retour de Trent ou de Carvajal à droite. Mais non, aujourd'hui, ça a bien été lui qui était latéral droit, dans une défense avec Asensio, Echen et Carreras. J'ai envie de te dire une défense à 4, oui mais non, parce qu'offensivement, côté Real Madrid, on avait évidemment Vinicius et le retour de Mbappé, de retour après 4 matchs de blessure, même si le canut contre le Barça, ça reste quand même 4 matchs de blessure, et Gonzalo Garcia à droite. Et je me suis dit, ok, alors là, tu vas aligner ça comment? Est-ce que tu vas mettre Gonzalo Garcia à droite ou est-ce que Kylian sera à droite? Mais je savais que Gonzalo Garcia allait être à droite parce que Kylian a trop de poids et je pense qu'Arbeloa a vraiment abaissé son froc et a laissé pas le plein pouvoir à Kylian, mais son rôle préférentiel sûrement à Kylian à droite, en 9 pardon. Donc Gonzalo a été à droite, il sort à la mi-temps, il fait pas un bon match logique parce qu'il pèse absolument pas sur une défense, c'est pas un dribbleur, c'est pas un percuteur. Côté droit du Real Madrid, évidemment, totalement délaissé. Et c'est pour ça que Valverde joue le latéral droit, mais avec ballon, c'était vraiment un 3-3-4 côté Real Madrid, même si Tchouaméni descendait, ça pouvait être un 3-2-4 avec Bellingham et Tchouaméni et Camavinga en soutien, en construction, qui essaie de se lier à l'attaque, et Valverde dans ce rôle hybride qu'il y a depuis quelques matchs où il joue mi-latéral droit, mi-ailier droit, mi-piston. Ça les espace dans son dos. Il y a quelques fois où les ballons sont passés de son côté. Ça a pu être dangereux côté Real Madrid. Mais voilà, c'est Valverde qui aujourd'hui, pour moi, Valverde ne fait pas un match immonde, hein. Il fait un match où je trouve que balle au pied, dans ses passes, c'était assez clinique, c'était assez pertinent. Très peu de déchets. Offensivement, ça manque un peu de danger, mais c'est pas forcément là où je vais l'attendre. Donc ouais, Valverde fait pas un match immonde pour ma part, surtout dans son côté droit comme ça, où il préfère pas forcément. Je pense qu'il peut être bon à droite parce qu'il a beaucoup plus d'espace, il sera moins pressé, il sera moins garant du jeu côté Real Madrid. Donc je pense que son poste peut le convenir. Un poste hybride, et ouais, moi franchement, Valverde, je trouve qu'il a fait un bon match aujourd'hui, peut-être dans les meilleurs aujourd'hui, avec Kylian, parce que très honnêtement, la première mi-temps, en tout cas, on s'est fait chier. Pas de circuit préférentiel. Les joueurs ont eu marre de Xabi, de ses rôles. On a eu marre du fait qu'il soit strict et des schémas qu'il voulait mettre en place. Mais si c'est pour au final pondre des boosts pareils sans avoir aucune idée de quoi faire avec ballon, sans avoir aucun déplacement, aucun mouvement, aucun triangle, aucun circuit de passe, aucun circuit préférentiel, aucune idée de quoi faire avec ballon, aucune passe incisive, absolument rien. J'ai envie de vous dire, c'est ça le haut niveau. C'est aussi avoir un coach qui structure les choses, qui encadre les choses. Alors oui, le Real Madrid est un club qui ne se couche pas comme tous les autres clubs, mais il faut aussi avancer dans le bon. Et pour moi, le bon, c'est pas de compter sur les individualités, c'est pas de compter sur un miracle, sur un truc, sur une frappe, sur un seul joueur qui déséquilibre. Pour moi, la force du Real Madrid doit être collectivement, que ce soit avec ballon, mais surtout sans ballon aussi. Et avec ballon aujourd'hui, même après les buts, en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, notamment parce qu'on sait pourquoi, je vais vous le dire après. Mais première mi-temps, ça a été d'une pauvreté sans nom. Ça a été un match du Real Madrid qu'on connaît habituellement, avec une seule frappe cadrée en première, c'est une tête de Gonzalo Garcia. C'est hyper mid et c'est là où Arbeloa a fait des choix qui étaient pertinents pour moi dans les changements, parce que tu vois que tu construis rien. Vinicius, il est à l'appel. Bellingham est dans un rôle qui ne lui convient pas, un rôle où il est invisible, où il a que trop peu de poids dans ce Real Madrid là. Il arrive à toucher des ballons, mais il n'arrive jamais à quasiment les bonifier. Alors oui, il court, oui, il a un rôle de l'ombre, mais Bellingham, je l'attends dans le jeu avec ballon, je l'attends dans la projection, je l'attends dans la portée, dans la conduite de balle, je l'attends dans le jeu vers l'avant. C'est un Bellingham beaucoup trop stéréotypé, beaucoup trop stérile, beaucoup trop dans la prudence. Et moi, je veux un Bellingham qui prenne des risques, un Bellingham qui gratte des mètres, qui va prendre forcément des coups. Mais ce Bellingham-là, il est dans un rôle entre un 6 et un 8. Je ne sais même pas si Arbeloa lui donne une consigne claire. Mais en tout cas, la consigne qu'il lui donne ne marche pas parce que Bellingham, je ne trouve pas qu'il fait des matchs qui sont pertinents et depuis assez longtemps. Et on espère évidemment que son niveau va se relever, qu'il ait un cadre clair, qu'il ait un poste clair avec des consignes claires, nettes et précises. Parce que sinon, Bellingham, ça va continuer comme ça va pas régresser parce que ça reste un joueur pour moi qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Mais c'est clair que dans ce match-là et dans plusieurs autres matchs, quand c'est comme ça, j'aurais quand même beaucoup mieux de Bellingham. Pas qu'il fasse un mauvais match, mais il fait un match où il a que trop peu d'impact pour moi. Comme tout le milieu de terrain, à la mi-temps, Xabi, Arbeloa, il a vu les erreurs, il a vu les errances, il a vu pourquoi on n'arrivait pas. Il a fait deux choix qui étaient pour moi les meilleurs à faire avec les joueurs que tu avais sous la main. Parce que je rappelle que Rodrigo, pas dans le groupe, était blessé. Je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien aujourd'hui sur le côté droit. Mais il fait rentrer Massantono et Arda Güler au profit de Gonzalo Garcia évidemment pour Massantono et de Camavinga pour Arda Güler. Et c'est des choix qui ont pour moi été très pertinents parce que je pense que ces deux joueurs-là, c'était peut-être les deux joueurs qui, dans les petits périmètres, arrivent à faire le plus de dégâts, arrivent à le plus combiné à de la folie dans les pieds. Et c'est pour ça qu'Arda Güler, il peut être intéressant. Il a pris les choses en main, il a pris ses responsabilités. Et c'est comme ça qu'Arda Güler, moi j'attends. J'attends Arda Güler
qui a beaucoup été baladé par Xabi, un Toto 6, 8, 10 à la construction, à droite, avec un rôle différent. Mais pour moi, Arda Güler, ça doit être un joueur qui positionné comme un 10, mais dans un rôle un petit peu plus libre où il peut vraiment avoir la portée du ballon parce que je pense que c'est un joueur qui doit être là où le jeu est. Je pense qu'il doit être là où le ballon est. Je pense que c'est un joueur qui doit être le lien vraiment ultime entre tout le monde. Je pense que pas un maestro, pas un regista, pas un 6 pur, mais un joueur qui donne le dernier tiers. Sa vision de jeu doit aider au Real Madrid. Sa qualité de passe doit aider au Real Madrid. On le voit sur plusieurs situations, notamment celui qui amène le penalty de Kylian où c'est lui qui trouve cette belle passe qui casse une ligne et demie et des passes qui cassent les lignes. Il est capable de le faire. Nico Paz, quand il va revenir, peut-être lui aussi sera capable de le faire et ça sera vraiment une artillerie intéressante pour le futur coach du Real Madrid. Si changement il y a, si modification dans le groupe il y a aussi, mais c'est clair que ces entrants ont été intéressants. Maintenant, pareil, côté droit, c'est pas un dribbleur virevoltant, mais il pourra pas faire pire que Gonzalo Garcia. Il fait des différences, il a un pied gauche qui est plutôt intéressant, par le centre, par la frappe aussi sur une barre à un moment donné et une autre qui s'envole un petit peu dans les airs. C'est un joueur qui a aussi de la qualité, il est encore très jeune, il est encore, voilà, pas un manque de maturité, mais dans son jeu, tu sens qu'il c'est quand même encore un peu frêle, ça prend quand même pas trop de risques. Mais quand il aura la pleine pression de ses moyens, quand il aura pris un peu plus d'expérience, je pense que ça peut être vraiment un ailier qui peut être intéressant dans son rôle assez atypique, pas en dribbleur, pas en percuteur, mais un joueur qui peut créer le lien, qui peut être assez intéressant dans les blocs bas. Et je pense que c'est ces deux joueurs-là qui ont fait la différence beaucoup plus Arda Güler parce que c'est lui qui s'est illustré par la passe sur Kylian, mais aussi par le coup franc, par le corner, pardon. Et c'est là où ces entrants ont fait évidemment beaucoup de bien. Et Kylian, pareil aussi. Kylian, voilà, il revenait de blessure. Après 4 matchs en étant blessé. Avant l'échauffement, avant ce match-là, sur l'échauffement, Aïchen, il arrive comme un fou. Il le blesse, il reste un peu par terre. On se dit, ouais, est-ce qu'il va vraiment démarrer le match? Au final, il le démarre titulaire. Il a fait un match qui était plutôt intéressant parce que quand tu vois que tu reçois pas de ballon en tant que numéro 9, que sur les côtés, Vinicius n'est pas inspiré, Gonzalo touche pas beaucoup de ballons, pas beaucoup de présence et bah, tu as un neuf qui est mobile, bah, tu décroches, tu prends des ballons, tu essaies de mettre le jeu à ton compte, tu essaies de dribbler, de percuter, de provoquer, de trouver des joueurs à qui combiner. C'est assez compliqué, c'est assez coincé côté Real Madrid, ça manque de mouvement, ça manque d'automatisme et de repères. Mais par contre, Kylian, il a réussi à plutôt essayer de prendre la seconde. Alors oui, il n'a pas eu des ballons, mais je préfère ça qu'un joueur qui ne tente rien, qui reste en tant que numéro 9, qui attend que les ballons arrivent et qui, bon, voilà, va pas faire grand-chose. La seule situation de première mi-temps, c'est voilà, c'est ce bon ballon de Asensio sur Mbappé qui termine, malheureusement il tire à côté, mais voilà, c'est des choses qui sont assez désespérantes parce que la lumière vient d'un défenseur, vient de Asensio, et c'est dommage que ce soit à cause, que ce soit grave, enfin que ce soit lui qui est censé être un défenseur, mais c'est lui qui arrive à trouver ce ballon-là pour Kylian. Ça, pour moi, c'est pas normal, mais ça reste quand même pertinent d'avoir un Asensio qui, dans le jeu long, par contre, est très bon. Et on le voit sur l'occasion avec Mbappé, il termine son penalty, très bien provoqué de sa part, beaucoup d'expérience évidemment. Pour son 30e but avec le Real Madrid, c'est-à-dire quand même, il plante. Et et c'est très positif parce qu'en plus, il se moque tranquillement du gardien. Ryan qui fait vraiment un arrêt n'importe quoi. Il n'a même pas les deux pieds sur la ligne au moment du penalty. C'est dire vraiment le pied d'appui. Il n'y avait rien qui allait côté Ryan. Il met son but à Kylian. Tant mieux, ça lui fera du bien. Ça nous fait du bien. Ça nous donne de l'air. Et ce que j'ai beaucoup reproché avec ce Real Madrid là, déjà, c'est la fébrilité évidemment défensive de la part de Euchen, mais de tout le monde. Euchen aligné aujourd'hui. On a vu la différence entre Asensio et Euchen, déjà dans le rythme évidemment, mais aussi dans la pertinence et dans les choix et dans la rugosité et dans la concentration défensive. Première mi-temps, la frappe de Euschen là, qui va en touche là, quand il panique, elle résume son match. Un Euschen qui a peur, un Euschen qui a les jambes qui tremblent, un Euschen qui n'est évidemment pas du tout en confiance et qui même balle au pied est pas très pertinent, que des choix faciles. Alors, il perd pas de ballon, ok, mais moi j'attends du risque, j'attends des passes qui vont créer des choses, des passes qui vont sauter un joueur, qui vont sauter une ligne, des passes qui sont intéressantes. Il l'a fait en début de saison, et là évidemment le contexte est plus compliqué parce que le Real Madrid est dans une mini-crise, voire est dans une crise, parce que il revient de blessure, il manque un peu de rythme, un peu de constance, un peu de repère. Donc il faudra mettre du temps aussi. Puis il est encore très jeune, il a 20 ans. Donc il faut du temps pour Euchen d'avoir des automatismes. Il faut lui laisser du temps à Euchen. Son match là n'est pas extraordinaire sans non plus nous coûter de but. Donc au final, c'est ça le plus important. Mais bon, c'est un Euchen qui doit encore prendre de la confiance. À contrario de Asensio, qui lui prend de la confiance, qui lui commence à devenir le patron de cette défense, avec évidemment Milito blessé, Rudiger blessé, bon là-bas qui revient, mais bon, pour combien de temps il va partir cet été? Donc bon, est-ce que c'est vraiment pertinent qui soit là et qui joue des minutes? Je pense que pour le turnover, ça peut être que positif, mais même pourquoi pas en 6 pour mettre la chaîne en 6 pourquoi pas. Mais Asensio, depuis le Barça, depuis même le Betis, même l'Atlético Madrid, je pense qu'il est dans une bonne forme pour lui. Je pense qu'il a toujours été critiqué, à juste titre, hein, parce qu'il a fait des matchs des fois qui n'étaient pas bons. Il y a eu des périodes qui étaient vraiment mauvaises, mais là, il commence à revenir de plus en mieux, de plus en plus fort, pardon, en étant beaucoup plus pertinent, beaucoup plus lucide défensivement. Alors, après, toujours quelques lacunes évidemment, mais aujourd'hui, son match, je peux dire qu'il est quasi parfait, mais défensivement, c'est vrai que tu n'as pas non plus subi beaucoup de choses. Hein. Je ne sais même pas si
Levante cadre une frappe aujourd'hui, je vais vérifier. Voilà, Levante ne cadre absolument aucune frappe, donc c'est dire à quel point défensivement tu étais plutôt serein. Des matchs comme ça, il faut être lucide, il faut être concentré, parce que tu n'as pas beaucoup de choses à faire, mais le peu que tu auras à faire et le peu de, surtout de profondeur que tu vas devoir gérer en tant que défenseur, il faudra bien le faire. Et Asensio l'a très bien fait aujourd'hui. Il est récompensé aussi évidemment par ce but-là sur un corner très très bien tiré de Arda Güler qui le trouve dans la surface. Et voilà, franchement, ça fait du mal à Asensio, un enfant du club. On a vu la collade avec Arbeloa évidemment quand il a quitté le terrain parce que c'est des joueurs qui se connaissent, c'est un joueur qui a évolué à la Castilla, qui a été coaché forcément par Arbeloa, donc ça doit lui faire du bien. Il a été applaudi par le Bernabeu, c'est dire un Bernabeu qui avait vraiment une dent contre ses joueurs, contre trois principaux, mais aussi contre le collectif. Il a été applaudi justement parce qu'il a fait tout simplement un match qui était très bon, très pertinent. Il a fini buteur en plus, il sort sous l'ovation du public. Donc ouais, franchement, c'était assez positif. Donc ouais, si moi je dois retenir 3 joueurs de ce match-là, je pense que je vais retenir Asensio, Mbappé, et je pense, peut-être que je vais contre le courant, mais Valverde, je trouve qu'il a fait un match qui était plutôt pertinent. Ça aurait été extraordinaire, mais il a fait un match qui était pertinent. Donc ouais, maintenant, la visuelle est forcément à Monaco. Enfin, au Bernabeu, du coup, mais contre Monaco, mardi, en Ligue des Champions. Kylian contre son club, bon, formateur, mais on sait que c'est bon dit, mais contre son club qu'il a vu évoluer en Ligue des Champions, etc. Donc ouais, franchement, ce sera un match très pertinent. Hâte de voir les choix de Xavi, parce que Camavinga sera là, Tchouaméni sera là, mais Arda a fait une très très bonne entrée. Maintenant, Antonio a été pertinent. Est-ce que Rodrigo sera de retour? Il y aura aussi Villarreal, et c'est le week-end prochain, sans Tchouaméni. Donc comment tu vas articuler son milieu de terrain? Arda avec Camavinga, ou est-ce que tu mets Ceballos qui a fait une entrée qui n'était pas trop mal? Ou alors est-ce que tu mets Camavinga ou Tchouaméni, enfin, ou tu mets Chenan 6? Tu tentes des choses, je sais pas, mais je pense que là, va pas tenter les choses, va rester dans la sérénité, dans le pragmatisme. Mais honnêtement, ça sera des choix qui seront intéressants. Nous, on se retrouve forcément, je pense, demain, pour le débrief de Barça Sociedad. Hâte de voir si vous perdez des points, parce que du coup, tu reviens à un point du Barça avec cette victoire, qui eux se sont rassurés en Coupe du Roi, qui ont gagné 2-0 tranquillement, Ferran Torres, etc. Ils vont jouer contre Sociedad, actuellement 12e. Bon, à domicile en plus, je crois qu'ils vont jouer au Camp Nou. Je pense que le Barça va le faire, mais la Liga peut aller vite, hein. De toute façon, le Real Madrid a une idée, c'est ne pas faire saison blanche. La Ligue des Champions, ça sera beaucoup trop compliqué pour moi, hein. Deux matchs aller-retour face au PSG, au Bayern, Arsenal, au Barça potentiellement, de pas cher de notre peau. Mais bon, on sait que le football peut être irrationnel. Je pense pas qu'on va pouvoir aller la chercher. Mais une Liga, c'est pas impossible. C'est encore une fois un classico en fin de saison. Il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs à jouer. Les joueurs, de toute façon, ils ont le destin en main. C'est Xavi Pérez leur a donné les clés du camion. Maintenant, c'est les joueurs qui vont le conduire, avec Arbeloa qui sera juste à côté pour surveiller ce qui se passe. En tout cas, évidemment, on espère que ce Real Madrid-là redeviendra le Real Madrid d'antan. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pour débriefer évidemment de tous les matchs qui vont arriver. On se retrouve demain pour Barça Sociedad. Peut-être qu'il y a aussi d'autres gros matchs dans le week-end, hein. Je n'ai pas forcément été trop regardé s'il y avait des gros matchs. Mais s'il y a des gros matchs, peut-être la finale de la CAN, je ne sais pas, elle se déroule à quelle heure, ni même à quel moment. Mais je crois que c'est peut-être demain à 18h, 19h, 20h. Bref, on se retrouve pour le prochain débrief. Ce qui est sûr, c'est que mardi, il y aura forcément des débriefs de ce Real Madrid Monaco. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.